L'échiquier international, bienvenue à vous. Histoire, livre avec le SILA en ce moment et surtout discutons ce soir de l'apport des historiens étrangers non francophones concernant l'histoire de la colonisation en Algérie, l'indépendance surtout. En effet, de plus en plus d'historiens américains en l'occurrence apportent des contributions non des moindres à un débat parfois bloqué entre les deux rives de la Méditerranée au sujet de la révolution algérienne. Quelle approche, quel regard, quelle découverte surtout alimentent leurs travaux à l'endroit d'une séquence historique, celle de la colonisation et ses lendemains. Leur regard dénué de passion nous intéresse pour enrichir notre approche au sujet de notre histoire. A tout de suite pour en parler. Pour parler d'histoire, notre histoire avec une approche outre-Atlantique, qu'est-ce qu'elle a de particulier au vu des historiens américains par exemple? Eh bien, nous allons poser la question à l'un d'entre eux. Todd Shepard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, vous avez beaucoup travaillé sur l'histoire de l'Algérie, des lendemains de la guerre d'Algérie, donc l'indépendance. Vous avez étudié aussi la France contemporaine, donc nous allons parler de tous ces sujets. Alors, première question, tout d'abord, Todd Shepard. Vous êtes actuellement, vous venez souvent d'Algérie, vous êtes actuellement au SILA avec des participations. Pourquoi est-ce que votre présence au SILA cette année était importante à vos yeux? J'avais la chance que l'ambassade américaine a décidé qu'il fallait faire venir des historiens américains. Donc j'ai profité de ça. C'est le moment aussi où il faut être présent en Algérie. En partie, il y a une espèce de boycott de la part de certains éditeurs, maisons d'édition françaises, que je trouve ridicule, honnêtement, les raisons données. Donc, le fait que le SILA, que la discussion intellectuelle, littéraire et scientifique en Algérie est vivant, c'est quelque chose qui j'adore sonder, m'irriguer un peu. C'est vrai qu'on voit énormément de gens et c'est super impressionnant aussi de voir pas simplement les auteurs, mais vraiment le public. J'y étais samedi. Le 1er novembre. Alors, incroyable. Vous êtes auteur, vous, et enseignant, mais surtout auteur. Vous enseignez à la Johns Hopkins University. Vous êtes également auteur du Mal des colonisations, ou également comment l'indépendance de l'Algérie a transformé la société française. C'est un sujet, c'est vrai, pas trop traité par beaucoup d'historiens. Donc, on va en parler. Alors, on va parler d'histoire, bien entendu, bien d'autres choses. On remarque, Todd Shepard, qu'il y a un engouement pour certains historiens américains à l'endroit de l'histoire de l'Algérie. Alors il y a vous, il y a Adam Schatz et bien d'autres. Comment vous expliquez cet intérêt pour l'école historienne américaine à l'endroit de la guerre d'Algérie? Donc il y a une raison un peu technique, c'est-à-dire qu'il y avait énormément de postes en histoire française. L'histoire française, ou certains moments de l'histoire française, notamment les Lumières et la Révolution française, sont vraiment emblématiques de comment la discipline, les gens professionnels des historiens pensent l'histoire, c'est-à-dire une histoire qui est, ce qui est important, ce sont les choses qui changent et qui changent par la décision des hommes et des femmes, éventuellement. Et donc, la Révolution française, exemple parfait. Donc, il y avait énormément de postes, il y avait nettement plus de postes dans l'histoire française aux États-Unis qu'en France. On parle de 4500 au début des années 90. C'est beaucoup. C'est le deuxième plus grand corps national après ceux qui travaillent sur les histoires américaines. Donc, en pensant qu'il faut repenser ça, en pensant aussi qu'il faut repositionner l'histoire aux États-Unis pour embrasser d'autres histoires que européennes, que explicitement occidentales, à l'Amérique, etc., pour des gens, mais à la fois qu'il faut trouver des sujets qui parlent de... Le sujet de l'histoire française parle à pas mal de gens. La Révolution française est connue, d'autres choses. Donc, le rapport à la France, ça a fait que beaucoup de gens pourraient comprendre l'histoire algérienne. Donc, l'Algérie devient un terrain évident. Si on veut décentrer l'Europe, décentrer donc la France, on va à l'Algérie. On pourrait le faire aussi avec certains outils, certains talents, comme juste des capacités de parler français, par exemple. On n'avait pas besoin. On y pensait, et malheureusement, il ne fallait pas parler arabe.
toutes les sources sont en français. Donc il y avait plein de raisons, mais aussi des raisons intellectuelles et politiques. Et là, on le voit toujours, l'importance de la décolonisation, de l'anticolonialisme et malheureusement la persistance des questions impérialistes pour les Américains qui vivent en plein impérialisme, c'est notre pays, mais aussi dans un monde où ça explose. On lui parle de ça. En tant qu'Américain, vous questionnez également l'impérialisme 2.0, donc l'impérialisme américain. Oui. Alors, on a rencontré ce matin Adam Schatz, l'historien américain que vous devez connaître, qui nous a fait découvrir une autre facette autour de la figure de Frantz Fanon, une facette beaucoup plus profonde, enrichissante en tout cas, pour ceux que Fanon intéresse. Mais l'école d'histoire américaine, comparativement aux autres écoles, quelle est sa particularité? Quelle est son approche? Est-ce qu'elle a une approche inédite sur le sujet de la révolution algérienne? Bonne question. Je pense que on parle des questions américaines. Donc là, un des grands apports, par exemple, du livre d'Adam, c'est qu'il met en parallèle Fanon et d'autres discussions, notamment états-uniennes, mais mondiales, surtout sur les questions qu'on pourrait appeler la question noire, notamment des hommes noirs qui écrivaient au même moment que Fanon, ou juste avant, ou juste après, bien évidemment Aimé Césaire, bien évidemment George Domas des Caraïbes, mais aussi Eric Williams des Caraïbes anglophones, mais des gens comme Ralph Ellison, comme Richard Wright, des auteurs américains. Frédéric Douglass, par exemple. Voilà, avant. Donc là, c'est le milieu du XXe siècle, c'est riche. George Padmore dans l'espace britannique, avec plein de gens qui pensent explicitement la question noire en lien avec une vision radicale de la politique. Donc là, il arrive à positionner Fanon là, pas nécessairement en traçant des liens directs, mais dans un contexte. C'est-à-dire, ce sont des questions qui nous interpellent. La question noire aux États-Unis est quand même fondamentale pour comprendre le pays, pour saisir ce qui se passe mal, notamment, et ce qui n'a pas été réglé. Donc là, comme lui, moi aussi, voilà, je regardais avec des questions américaines. Donc on peut prétendre qu'on a un regard plus objectif, c'est sûr que c'est plus distant. Dépassionné en tout cas. Oui, dépassionné, c'est sûr. Mais c'est aussi, il faut voir que les questions qu'on pose, les façons qu'on les aborde, oui, sont assez figées dans des débats américains. Donc, l'espoir avec l'histoire, c'est que face aux sources primaires, sources aux discussions nécessaires, d'être en dialogue avec des auteurs, par exemple algériens ou d'autres qui ont écrit sur leur propre histoire, on est forcé de poser d'autres questions, de pousser plus loin, de ne pas rester figé dans notre vécu, ou les questionnements qui nous interpellent directement de nos voisins, nos parents, le monde dans lequel on vit, aux États-Unis. Mais je crois il y a quelque chose de très américain. Alors, vous êtes intéressé également au cinéma algérien, où vous avez noté un hommage qui a été rendu au peuple par rapport aux pellicules ou au 7e art algérien. Alors, c'est un hommage sans fioriture, sans grandiloquence, mais avec une certaine dose d'authenticité. Le peuple comme acteur, donc, au 7e art du cinéma algérien, mais aussi il y a le parallèle avec le peuple comme acteur de l'histoire. C'est-à-dire, on rend sa noblesse au peuple sans artefact et ça se voit avec fidélité dans le cinéma algérien. En tout cas, c'est ce que vous notez. Ah oui, tout à fait. Mais c'est très, très important. On voit la tradition de cuirasse Potemkin, de la grande art soviétique qui essaie de faire des choses avec Eisenstein, mais avec tout ce débat, le débat de vérité italien, et qui retrouve donc avec bien évidemment, le Pontecorvo va faire autre chose, on pense à Cuba, mais son grande œuvre, c'est en dialogue avec Youssef Sadi, en dialogue et en situation algérien, avec des Algériens comme acteurs, comme avec tout ce qui peuple, qui donne écran, qui donne peuple, qui donne source, chair à l'écran, et qui ne sont pas des acteurs. C'est-à-dire, vous voyez cette fibre populaire à Cinecittà, c'est-à-dire le cinéma italien, vous le retrouvez un peu cet héritage, mais dans un contexte proprement algéro-algérien à travers notre cinéma national, c'est ce que vous êtes en train de dire. Tout à fait. À la fois, l'histoire est tellement inspirante, et puis des gens qui ont le sentiment qu'ils ont fait l'histoire, et que ça se voit sur le film. Et c'était filmé, là, on parle de la bataille d'Alger, c'est filmé à Alger, mais plein d'autres films, le cinéma proprement algérien, continue de donner cette image. Et là, récemment, par exemple, il y a un réalisateur brésilien,
d'origine de la part de son père, algérien, mais qui ne connaissait pas l'Algérie. Karim Enouz, il a été souvent invité à Cannes, etc. Des films. Là, il a fait un film avec le marinière des montagnes, avec le marin des montagnes. C'est son premier arrivée à Alger, et puis il va dans le Djodjara, retrouver les traces de son père. Le film est magique sur plein de plans. Un élément qui est fort, avec deux éléments, disons, pour donner l'indication, c'est le bon son. C'est que la new wave anglaise des années 80. C'est sa musique à lui. Il y a un filtre, toutes les images sont filtrées un peu comme de road movie ou les Super 8 des années. Donc c'est vraiment, il met en avant un regard étranger et tout ce qui fixe l'objectif, c'est les gens. C'est les jeunes, les vecteurs de Casbah. Il faut le dire, c'était filmé à l'automne 2019. Il y a plein de choses qui se passaient à Alger à ce moment-là. Ça, c'est pas du tout dans le film, mais on sent une effervescence incroyable. On voit des gens, et puis la rencontre dans les villages de Kabylie sont aussi impressionnants. Donc, c'est les gens qui sont là. Moi, voilà. Authenticité et art, d'ailleurs, c'est pas forcément antagoniste. Tout à fait. Voilà. Là, je pense des films de Lamine Amarkodja, il a fait le jeune cinéaste algérien, ça fait 2 ans, un film Houbla, mais comme son premier film, c'est Alger, mais c'est Alger surtout défini par les gens, et ces gens sont algériens. Et la nouvelle génération, surtout. Voilà. Alors, autre question, c'est au sujet des liens historico-politiques entre nos deux pays, l'Algérie et les États-Unis. Alors, je me tourne vers nos téléspectateurs rapidement. Alors, cette relation a plus de 2 siècles, mine de rien, et surtout est riche. Alors, on peut parler de la guerre entre la régence d'Alger et la jeune nation américaine. On est en 1795, qui aura duré 10 ans, et puis il y a une deuxième guerre, c'est en 1816, je crois. Un siècle plus tard, il y a un jeune sénateur du Massachusetts, un certain John Fitzgerald Kennedy, au Sénat, qui prononce un discours en faveur de l'indépendance de l'Algérie. On est en 1957 et surtout critique à la fois l'attitude des États-Unis, mais aussi le colonialisme français. Une fois président, il salue officiellement l'indépendance de l'Algérie. On sait que des membres de l'OAS, d'après des découvertes, auraient trempé dans le complot de Dallas le 22 novembre 1963. Mais ça, c'est une autre histoire, on va pas s'éloigner. Alors, on connaît aussi le rôle du diplomate algérien influent et proche de Bush senior, Messaoud Zegar. Et Bush senior était numéro 1 de la CIA. On sait que Zegar a joué un rôle très important dans le rapprochement entre le président Houari Boumediene et Richard Nixon. D'ailleurs, une rencontre s'est organisée en 1974. Donc, vous voyez, les relations algéro-américaines sont riches, denses, mine de rien, jusqu'à l'implication de Trump dans le dossier sahraoui, mais on ne va pas trop en parler. Alors, comment vous caractérisez, vous, en tant qu'historien, en tant qu'observateur, cette relation algéro-américaine qui a 2 siècles, on l'a dit? Comment vous la voyez? Comment vous la travaillez? C'est un peu révélateur, je dirais. Regardons par exemple un peu plus près avec Kennedy. Avec les archives, on les voit, on peut les trouver en ligne. Avec les réponses dans le courrier qu'il recevait à sa déclaration, son premier discours devant le Sénat en tant que nouveau sénateur, en soutenant l'indépendance algérienne, en soutenant la fin de la colonisation française et plus largement, il reçoit un courrier plein de haine. Oui, de Français, mais beaucoup d'Américains. Plein de stéréotypes, plein de choses sur l'islam, sur les musulmans, des gens pas blancs, soi-disant, c'est-à-dire des attaques sans cesse, et qu'il a persisté. On compare ça à ce que la manque de courage, c'est le moins qu'on puisse dire, des hommes politiques américains et autres face à ce qui se passe à Gaza, qui sont incapables d'émettre même le moindre critique, qui, dès qu'ils sont attaqués, fuient. C'est pas pour... Après Kennedy, on a plein d'autres problèmes, mais c'est quand même... L'Algérie, c'est un des moments qui a révélé le meilleur de lui. Et je pense aussi au 5 juillet 1962, la déclaration filmée qu'il a fait pour fêter la nouvelle déclaration par le peuple algérien de son indépendance, où il note la révolution américaine était une révolution violente. On comprend ce que vous avez fait. Donc, c'est d'exagérer, pas la violence de la révolution américaine, mais l'importance du changement qui est intervenu en comparaison à ce qui est arrivé en Algérie. Les États-Unis, la révolution américaine fait pas le figure. C'est-à-dire qu'il reste, il n'y a pas le même basculement, mais c'est l'effort de se placer, d'utiliser l'indépendance algérienne et sa lutte
pour donner un ancrage anticolonial aux États-Unis, qui malheureusement, ni lui ni ses successeurs ont vraiment vérifié. Mais c'est quand même quelque chose. On pense aussi en 1979, l'affaire des otages en Iran, où c'est l'Algérie qui était l'interlocuteur. C'est la répétition quand c'était l'expulsion de Yasser Arafat, de Liban. C'est l'Algérie, c'est la Tunisie, et c'est la déclaration d'indépendance de la Palestine. C'est l'Algérie qui a joué des rôles importants. Donc tout ça, ça montre que c'est un interlocuteur que les gens reconnaissent aux États-Unis comme valable. On peut le voir même avec le fait que presque rien a changé, notamment au niveau personnel dans l'ambassade actuelle, alors que Trump, en arrivant, a changé beaucoup d'autres têtes dans beaucoup d'autres pays. J'en sais rien, mais ça suggère qu'il y a une reconnaissance claire. On l'a vu avec Kerry, avec Hillary Clinton, avec d'autres, que l'Algérie est une clé de voûte et vue comme telle par les États-Unis. Et donc, historiquement, il y a des choses intéressantes, et puis des jeux de pouvoir qui ne sont pas surprenants. Il faut reconnaître l'Algérie. Il y a des canaux officieux qui méritent, en tout cas, qui suscitent l'intérêt et qui ne sortent pas à la lumière du jour. Donc c'est intéressant pour tout chercheur et tout historien comme vous. Alors, parlons de vos travaux en tant qu'historien. Dans votre livre « Mal décolonisation », qui est un jeu de mots, vous dites qu'au lendemain de l'indépendance de l'Algérie, il y eut un courant d'extrême droite qui aurait contré tout effort de penser, ou penser d'ailleurs, les blessures de l'histoire coloniale. Est-ce que vous voyez ce même courant aujourd'hui à travers ce débat au sein de la classe politique française, en tout cas certaines, qui veut remettre de la passion sur le dossier algérien ou sur la mémoire ou sur l'immigration, que sais-je? Heureusement, il y a un certain débat. Parce que c'est ce qui se passe, c'est rocambolesque, c'est honteuse aussi, et c'est directement lié. Donc, c'est ce que j'essaie de montrer, et c'est frappant quand on le regarde, c'est que tout de suite après 62, l'extrême droite française qui se retrouve dans la plus petite portion de son histoire, ça existe plus ou moins depuis la fin du 19e siècle, on aurait pensé que Vichy et l'humiliation de la France, avec laquelle l'extrême droite était tellement liée, aurait suffi de vraiment les marginaliser, mais c'est leur soutien à l'Algérie française et l'OAS à la fin de la guerre, à la fin de la révolution algérienne, qui fait qu'ils sont presque éliminés de l'échiquier politique. Comment ils essaient de se replacer? C'est en insistant qu'il faut oublier le passé, parce que c'est le passé. Donc des gens qui étaient, il faut tout faire pour que l'Algérie reste française, maintenant disent arrêtons de nous parler de ces histoires qui sont le passé. Ce qui est le vrai passé, la vraie guerre, c'est l'invasion algérienne de la France. Donc les hommes algériens notamment sont en train de venir, de nous voler, éventuellement de prendre nos enfants, de prendre nos femmes, etc. Donc c'est un thème pas simplement utilisé, mais bien rodé et bien réfléchi. Et c'est ce qui est surprenant. Donc, il n'y a pas besoin que n'importe quelle extrême droite soit obsédée par l'Algérie, mais celle de la France est. Et c'est ces grandes victoires qui arrivent de cette obsession. On l'a déjà vu sur le quinquennat de François Hollande, où, avec son appel à défaire des gens de la double nationalité, reprend une thématique de l'extrême droite qui surgissait au moment du débat sur les accords d'Évian. C'est-à-dire, il faut se rappeler que c'est la France qui a refusé de mettre fin à la guerre, de paraffer les accords, sans que la FLN soit d'accord sur la double nationalité. C'est une exigence française. L'extrême droite, à ce moment-là, refusait ça, critiquait ça. François Hollande reprend leur idée. 45, je ne sais pas combien. Là, maintenant, la semaine dernière, avec les accords de 68, d'abord, les accords de 68, c'est un résultat de l'extrême droite et leur pression sur De Gaulle. La première fois qu'une proposition de FN ou RN soit votée dans l'Assemblée nationale, c'est un mot d'ordre directement lié à l'extrême droite OAS, anti-algérienne, obsédée par l'Algérie. Alors, votre président Hollande, président de gauche, enfin anciennement président de gauche, dont le père a fait partie des rangs de l'OAS à guise de rappel. Alors, vous dites aussi que la colonisation de l'Algérie a chamboulé l'anthropologie algérienne, c'est certain, il n'y a pas à le prouver, mais aussi a profondément transformé la société française. C'est un peu ce que dit Fanon, c'est-à-dire que le coloniser en colonisant, en s'adonnant à des sévices,
est forcément lui-même bouleversé, changé au niveau de la psyché. Ça rejoint aussi les travaux de Dostoïevski. Oui, donc Fanon, il parle de manichéisme, que le colonialisme fabrique le noir et le blanc, donc rend impossible une capacité de regarder, parce que ça nie, c'est l'opposé de ce qui est pour le rapport d'esclavagiste-esclave, où il y a un regard que la reconnaissance de l'humain, la colonisation fait en sorte qu'on efface l'humain en face. On efface l'humain de ce qui est colonisé. Donc ça rend impossible de se vraiment regarder soi-même pour le colonisateur. Donc ce n'est pas le pire c'est ce qui est subi par celles et celles qui sont colonisées. Mais voilà, donc ça on voit ces blessures, on voit cette incapacité de surmonter, d'essayer d'adresser ça. Là, on a vu ça avec Macron qui essaie de proposer, qui a été gentiment accepté par votre président, de faire une commission d'historiens, comme si on a besoin de refaire des enquêtes qu'on a déjà faites, qui montrent la responsabilité des morts massives du côté français, de la torture massivement utilisée systématiquement par la France, etc. Parce qu'ils sont incapables de simplement dire la vérité. On ne parle même pas de s'excuser. Ça serait bien aussi, mais juste de dire la vérité. Donc, c'est des comptes-gouttes de oui, Boumedienne était mort, oui, Odin, oui, quelques-uns, mais presque pas, quoi. Donc, c'est quelque chose de mettre en face de vous-même, pour regarder le miroir. Une fois de plus, cette difficulté de se regarder en face. Alors, Todd Shepard, historien américain, on est en 2025, ça n'aura échappé à personne. Alors, sur quoi s'appuient en ce moment vos recherches, si recherches il y a, à l'endroit de l'Algérie? Donc, il y en a deux. J'essaie de finir un petit livre qui m'intéresse moi. C'est vraiment sur l'histoire française, sur la France a mis en place un système politique social face à la révolution algérienne, donc forcé par la révolution algérienne, qui prétendait que le problème algérien était seulement un problème de racisme, mais de racisme français. Donc il disait que c'est le racisme français qui a produit le peuple algérien, c'est faux, qui a produit, ça c'est vrai, par contre, la misère, qui a repoussé des gens. Donc il y a une reconnaissance qu'au nom de l'universalisme, au nom même de l'antiracisme, la France a fait des politiques qui avaient des effets, des intentions, il disait, et on pourrait les défendre, sont plutôt bonnes, mais parce qu'ils étaient incapables de prendre en compte ce qu'ils voulait le peuple algérien, les effets étaient néfastes. Donc, on pourrait redresser ces problèmes. Donc, ce qui m'intéresse dans ce petit livre, c'est leur fixation sur les chiffres. Donc, il met en place des quotas obligatoires d'embauche dans toute la fonction publique en France. De Gaulle annonce, quand il annonce le plan de Constantine, 1/10 de tous les postes. Il met en place des quotas obligatoires pour les élections en Algérie. Pour produire ce qu'il appelle des représentants du peuple, il faut que 2/3 de tous les députés soient algériens. Donc, c'est-à-dire ce chiffre, et au même moment, à l'envers, il commence à mettre en place des études pour indiquer et montrer comment le racisme anti-algérien fonctionnait en comptant le nombre, en utilisant des chiffres. C'est une mesure aussi anglo-saxonne, hein, on le voit en tout cas ressurgir aujourd'hui. Il faut c'est la France qui l'a fait d'abord. D'accord. La France l'a fait d'abord et l'a fait avec tout ce que les Français pensent était la Affirmative Action américaine, était ce que les Français ont fait. C'était des quotas obligatoires. Il faut un nombre d'Afro-Américains, il faut un nombre de... Il n'y a jamais eu ça aux États-Unis. Donc il y a eu des incitations. En France, il y avait ça. Il fallait absolument X nombre d'Algériens. On les appelait les citoyens français musulmans d'Algérie parce qu'on ne voulait pas admettre que c'était ni une minorité, ni ethnique, ni algérien. Donc ça, c'est une chose. Là, j'essaie de me mettre sur un nouveau projet qui est sur les effets de 98 en 92 en Algérie sur la France. Prenez un exemple, les femmes. Le débat sur le mouvement des femmes. En fait, il y avait un grand débat chez soit les féministes, soit d'autres femmes qui étaient intéressées par ces questions en 88, 89, 90, de comment gérer la situation. Certaines étaient fixées sur l'islamisme comme menace absolue. Ces mêmes s'étaient souvent fixés sur le code de la famille algérienne comme le grand problème, alors que d'autres pensaient qu'il y avait d'autres problèmes plus graves pour les femmes, qu'il fallait lutter sur d'autres fronts. Donc certaines féministes françaises vont saisir ce groupe, un seul groupe de féministes algériennes et dire les Algériens, les féministes algériennes nous appellent à interdire le voile islamique, par exemple. Alors que ce n'était pas du tout même universel chez les Algériens, chez les féministes. Donc voilà, on voit un peu comment ça a affecté ça. Et là, je commence côté algérien, en parlant aux Algériens, on essaie de faire les recherches ici. On en reparlera quand le livre sortira. Alors, en tant qu'historien, bien entendu, on a dit, vous participez au Salon du Livre qui s'organise actuellement.
Un conseil de lecture pour nos téléspectateurs, pour nous, qu'est-ce que vous nous conseillerez pour nous abreuver intellectuellement, pour les férus d'histoire ou pas d'ailleurs? Donc, il y a un petit livre pour lequel j'ai fait le préface. J'en ai parlé de Lamine Amarkodja. Ça s'appelle Le parti immergé de l'iceberg, éloge du GPS algérien, qui sort chez Éditions Motif. C'est sa réponse, ça a commencé comme sa réponse aux discussions en France autour de deux auteurs, Boualem Sansal et Kamel Daoud. Mais ça plonge dans quelque chose, il essaie de mettre ça, il les traite, et je trouve ça comme historien brillant. Ils ne sont pas exceptionnels, ils sont exemplaires. C'est de la banalité. Et donc, en saisissant la banalité de ces deux auteurs, le fait qu'on n'en parle jamais en France de leur qualité littéraire, bien qu'il y en a un peu chez Daoud, on fixe sur eux comme objet sociologique. Parfait. Et ça révèle quelque chose. Donc ça, c'est un beau livre qui vient de sortir. Parfait. Todd Shepard, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes historien, enseignant, auteur. Merci de nous avoir accompagnés, d'avoir alimenté la discussion et l'échange. Je vous dis à très bientôt, j'espère. Moi, j'espère aussi. Merci. L'échiquier international est fini pour aujourd'hui. Bonne soirée, on se dit à demain.